Bonsoir, aujourd'hui, mercredi 20 mai, à notre direct, nous recevons Annie Junot pour une discussion fascinante sur l'explosion du stress, de l'anxiété, des burn-out et des dérèglements du système nerveux dans notre génération. Richard Descaries et le professeur Paul Héroux nous parleront sur l'intelligence artificielle, la 6G, la surveillance numérique et la montée d'un monde où les données deviennent le nouveau pouvoir du 21e siècle. Et en terminant, Héloïse Bois, alias Hello veut savoir, viendra nous exposer les dessous sombres d'Hollywood, de l'industrie du divertissement et de la culture populaire. Mais tout d'abord, je tiens à vous réitérer que vous pouvez toujours regarder l'intégralité de chacune de nos émissions sur les chaînes et les médias suivants, sur Facebook pour tous ceux et celles qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, sur Telegram, sur X, sur Odyssey, sur Rumble, sur Gather, sur Gab, sur Crowdbunker, sur Vimeo, sur YouTube et bien sûr sur notre site internet au www.tovox.tv. Merci de nous aider en contribuant financièrement à l'avancement de notre média. Merci de regarder et merci de prendre le temps d'apposer un j'aime lorsque vous visionnez nos émissions. Merci de partager le contenu de nos productions et merci de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Dans ce premier segment de l'émission, on vous parle aujourd'hui de fatigue, de stress, d'anxiété, de burn-out et de problèmes digestifs. Pourquoi notre génération semble-t-elle constamment épuisée? Et si notre corps tentait depuis longtemps de nous envoyer des signaux d'alarme? Stress chronique, système nerveux, intestin, hormones et santé mentale. On en parle au retour de ce qui suit avec Annie Junot. Bonsoir Annie. Bonsoir Jean-François. Vraiment content de te retrouver avec nous dans notre nouveau local de TOVOX Actualité. Donc, bienvenue sur le nouveau plateau. Même si le décor n'a pas changé, l'endroit a changé. Donc, on est à Montréal, c'est un peu plus près pour toi maintenant. Très pratique de venir ici. Ben oui. Annie, permets-moi juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai eu une nouvelle hier et je veux saluer une dame qui, il y a 8 ans en arrière, j'ai prié pour cette dame. Son nom, c'est Suzanne. Suzanne est rendue aujourd'hui à 95 ans. Elle est cancer, si ma mémoire est bonne, stade 4, phase terminale. Je lui ai parlé hier. Il y a quelqu'un qui m'a mis au courant qu'elle était à l'hôpital. Il y a une histoire entre Suzanne et moi. Il y a eu 8 ans, dans une réunion d'église où j'étais appelé à être prédicateur. Suzanne était avancée en avant, puis elle avait un besoin. J'ai prié pour elle. Puis il y a eu une connexion spéciale à ce moment-là qui s'est passée. Elle avait un problème avec son cœur, si ma mémoire est bonne. J'ai prié pour elle, puis elle a reçu sa guérison à ce moment-là. Elle a vécu 8 années de plus. Elle est rendue aujourd'hui à 95 ans. Et puis, c'est imminent qu'elle va retourner voir Jésus bientôt. J'avais une belle discussion avec elle hier. On a prié ensemble. Suzanne, je vous salue. Comme on a dit hier, Dieu est en train de vous préparer une maison qui va être pour vous au ciel. Et vous avez, de la part de moi et de la part de toute l'équipe de TOVOX, on vous souhaite, dans l'éventualité où ça va arriver, un bon voyage. Que la paix de Dieu vous accompagne et merci de nous écouter ce soir et que Dieu vous bénisse abondamment, vous et chacun des membres de votre famille qui est à votre chevet présentement. Donc, on vous aime, je vous envoie la bise, puis on se dit que ce n'est qu'un au revoir. On va se revoir très, très, très prochainement. On passera l'éternité ensemble. Soyez-en rassurés. Amen. Donc, c'est une dame qui avait vraiment marqué mon cœur. À un certain moment donné, c'est croisé, je pense, à 1 ou 2 reprises. Puis à chaque fois, elle venait me voir, elle me disait « Tu te souviens-tu de moi? Tu avais prié pour moi. » Puis à chaque fois, je disais, la première fois, elle me remis en contexte, je me suis souvenu par la suite. Puis la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, j'ai dit « Oui, oui, je me souviens. » Et puis juste le fait de lui parler hier, ça a réjoui mon cœur. Des fois, on ne peut pas comprendre ou réaliser des fois la portée qu'on peut avoir ou l'influence ou juste la connexion qu'on peut avoir avec quelqu'un. Sur notre passage, mais il y a eu vraiment cette belle connexion-là avec vous. Il ne faut jamais oublier, justement, tu réponds, l'ampleur de faire ces émissions-là. Aussi. Les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont touchés des fois avec un mot, une phrase, présence. Et c'est des fois, quand on entend des témoignages comme ça, qu'on se dit,
Dans les stress, on va parler dans ces moments-là où nos personnalités qui se démènent, ben, c'est un retour qui fait bien au cœur, puis on a touché le cœur de quelqu'un. Mais tu sais, hier, je pense que Suzanne me fait plus de bien dans ma discussion avec elle, puis je te dis ça, puis je suis ému, que peut-être moi le bien que j'ai pu y faire dans nos échanges, puis je veux la remercier du fond du cœur. Elle a une place privilégiée dans mon cœur. Annie, on vit dans une génération épuisée. Jamais les gens ont été aussi connectés et pourtant aussi anxieux. Jamais nous avons eu autant de technologies supposées nous simplifier la vie, et pourtant autant de fatigue mentale, de burn-out, de détresse psychologique. Aujourd'hui au Canada, près d'une personne sur 5 vit un problème de santé mentale chaque année. Près de 40 des travailleurs disent vivre un épuisement professionnel. Plus de 4 millions de Canadiens affirment vivre un stress élevé au travail, et plusieurs experts maintenant parlent d'une véritable crise nerveuse collective. Et ce qui est fascinant, c'est que plusieurs de ces souffrances ne commencent pas seulement dans la tête. Le corps parle, l'intestin parle, le système nerveux parle. Mais dans une société où tout va si vite, plusieurs ont appris à ignorer les signaux d'alarme. Ce soir, on va parler ensemble du stress chronique, du système nerveux, du microbiote, des hormones. C'est beaucoup. On va essayer d'en couvrir un maximum de ces sujets-là. Si on ne peut pas, on va se reprendre et on va poursuivre par la suite dans une chronique ultérieure. Annie, as-tu l'impression qu'on est devenu une société complètement déréglée et épuisée nerveusement? Ton introduction a tout dit. Okay. Oui, on est complètement déconnecté et on n'a jamais été autant connecté. Ouais. On est constamment dans un état d'alerte, en fait. Ouais. Et est-ce que c'est normal? Pas du tout. Pas du tout. Dans le temps de nos mères ou de nos grands-parents, tu sais, moi j'ai 55 ans, donc on recule dans les générations, ces stress-là n'existaient pas. La femme était à la maison, les enfants n'allaient pas dans des garderies. La vie était beaucoup plus ralentie. C'était la télévision une fois de temps en temps. Il n'y avait pas de jeux vidéo. Donc, il y a eu une époque où on était beaucoup plus à l'écoute du corps, de ce qui nous entoure, d'aller jouer dehors, aller cueillir des papillons. C'est vrai? Non, mais ça fait partie de mon enfance. Se coucher sur le gazon puis regarder les nuages, essayer de trouver des formes qu'il pouvait avoir. Aujourd'hui, essayer de trouver des nuages. Oui, fait qu'on est vraiment à... Oui. Je n'irai pas là. Mais effectivement, on est dans une époque très chaotique. Et nos systèmes nerveux, autant que dans l'autre émission où je parlais du foie, tu sais, puis je ne sais pas si tu te rappelles, est-ce que le foie est conçu pour filtrer tout ce qu'on ingère et tout ce qu'on respire? Bien, je dirais la même réponse. Est-ce que notre système nerveux est conçu pour gérer constamment un stress ou une stimulation constante? La réponse est non, clairement. Clairement. Pourquoi il y a autant de gens aujourd'hui qui vivent avec fatigue, anxiété, brouillard mental, insomnie, palpitations, problèmes digestifs, sans même comprendre ce qui leur arrive? J'aimerais débuter à expliquer les raisons. Premièrement, il faut comprendre que le système nerveux, il y a une façon de faire. Puis j'aimerais ça éduquer les gens sur le système nerveux autonome. En fait, le système nerveux autonome se divise en deux. Tu as le système nerveux sympathique, qui est peut-être pas aussi sympathique. Je l'avais peut-être mentionné un petit peu la dernière fois. Puis tu as le système nerveux parasympathique. Donc, le système sympathique, c'est lui qui va gérer l'état d'alerte, le sauve qui peut. La première réaction, c'est vraiment le cerveau qui va agir immédiatement. Il envoie un signal au surrénal. C'est les petites glandes sur les reins surrénales. Donc, leur rôle, c'est de sécréter des hormones et des neurotransmetteurs, mais la première hormone, évidemment, c'est l'adrénaline. On la connaît. L'adrénaline, c'est vite, tu n'as pas le temps de penser, il faut qu'il y ait une réaction de survie. Tout de suite après, on a la deuxième hormone qui embarque, le cortisol, le fameux cortisol qu'on entend beaucoup. Le cortisol, lui, il vient pour que le stress soit bien régularisé parce que peut-être le danger, j'ai besoin d'un petit peu plus d'énergie. Donc, le rôle du cortisol, c'est de libérer du sucre dans le sang. OK? Pourquoi? Parce que le sucre, le glucose, va donner de l'énergie à la cellule.
Fait que ce sucre-là, momentanément, ça va. Mais si j'ai du cortisol constant puis du sucre dans le sang constant, qu'est-ce que les gens peuvent développer? Le diabète, diabète type 2, la résistance à l'insuline. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec un surstress. Le problème, qu'est-ce qui arrive? C'est que le système nerveux sympathique, quand il reste en état d'alerte, c'est parce que là, il faut qu'il retombe. Ouais. Le système parasympathique, c'est lui qui embarque. OK. Et comment le parasympathique, dans le fond, moi je l'appelle le frein. Il freine le cortisol, il freine l'adrénaline, là c'est fini. On va respirer, puis on va se calmer. OK? Mais ça, c'est régularisé par un nerf qu'on appelle le fameux nerf vague. Oui. Et le fameux nerf vague, c'est quoi? Bien, c'est un nerf qui relie le cerveau, du tronc cérébral, qui vient se placer dans la cage thoracique, qui relie toutes les fibres, le cœur, le poumon, l'estomac, le tube digestif, puis il s'en va jusqu'aux intestins. OK. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'information pour donner le frein vient de l'intestin vers le cerveau. Donc, le parasympathique, c'est lui qui va me le dire. C'est le nerf vague qui va dire « stop ». OK. Fait que là, on est vraiment dans un autre système. Fait que ça vient vraiment du tube digestif. Fait que Parce l'autre, que la majorité, habituellement, part du cerveau puis va vers le c'est ce restant qu'on du corps. pense. Mais là, C'est ce qu'on pense. On est dans une société où... Puis je me prétends pas, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis vraiment là. Je partage le fruit de mes recherches Oui. comme naturopathe parce que c'est aussi mon cheval de bataille. clairement. Le stress fait partie de la vie quotidienne de tout le monde. Moi, j'ai toujours été très passionnée et très intense dans ma vie. Donc, j'ai passé à travers des stress, des troubles hormonaux, un burn-out à 30 ans, maladie chronique. Donc, j'ai passé à travers beaucoup de problèmes de santé pour me rendre compte que faut que je travaille sur le terrain si je veux rétablir aussi mon système nerveux. Fait que, tu sais, la santé mentale, c'est peut-être pas juste une question mentale, mais il faut regarder ce qui se passe un peu dans notre ventre pour comprendre qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans qui n'est pas capable de se régulariser lui-même. Ouais. Est-ce que le corps finit parfois par crier ce que l'être humain endure intérieurement depuis longtemps? Moi, je pense que Dieu est parfait Ouais. et le corps est parfait parce que sa création est parfaite. Le problème, c'est l'être humain qui prend des mauvaises décisions, qui ne mange pas les bonnes choses, qui va réagir à différents stresseurs. Et à un moment donné, le corps, il est tellement perturbé à l'intérieur que justement, il n'est plus capable de faire le tri. Parce que dans un état où le cortisol va partir, le sympathique va partir, quand le corps va bien puis que je suis en santé, mon parasympathique, mon nerf vague, il devrait dire « OK, stop, on revient tout de suite. » Ça devrait se faire comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'à tous les jours, on se lève le matin, le sympathique part, OK, je me réveille, le sommeil est fini, donc le parasympathique a fini de faire sa filtration. Là, c'est le temps d'envoyer l'énergie aux périphéries. Ouais. La nuit, l'énergie va où? Au centre, au tube digestif, à la réparation, à la filtration, à l'assimilation. Mais le jour, quand je suis stressée puis le cortisol part, il n'y a plus rien qui s'en va dans mon tube digestif. C'est négatif, le cortisol. C'est très réactif. Non, réactif, mais négatif aussi. Il est positif dans une situation où je suis en santé, Ouais. mais il va devenir chronique quand je ne suis plus capable de gérer, que mon corps ne peut plus voir la distinction entre j'ai un lion qui me court après ou j'ai des textos à chaque seconde. C'est la même chose, là. Le corps ne fera pas la distinction en passant. Fait qu'un texto, répondre à un courriel, manger, regarder ton ordinateur, tu es toujours en train de stimuler ton système nerveux, puis tu ne donnes pas de repos à la respiration, à la digestion. C'est sûr que ça va aller mal, là. Tu as peut-être répondu en partie, Annie, mais est-ce que notre mode de vie moderne, un mode de vie qui est hyper connecté, rapide, performant, centré sur la productivité, parce qu'aujourd'hui, pour plusieurs entreprises, tu es un numéro, puis ce qu'on veut, c'est de la productivité. Est-ce que c'est devenu incompatible avec le fonctionnement naturel du corps humain? Définitivement.
c'est très incompatible. OK. On le voit, personne ne va bien, là. Mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit « Moi, là, je performe quand je suis sous pression ». Oui, parce que le cortisol te met du sucre dans le sang, là. Comme là, regarde. On veut performer d'une certaine façon. On veut dire les bonnes choses. On veut être adéquat. On veut être pertinent. Fait que c'est sûr qu'actuellement, au moment où je te parle, mon système nerveux, il est en mode cortisol, là. Ça, c'est évident. Okay? Donc, c'est positif. Oui, parce que là, j'ai mon cerveau, j'ai ma respiration, tout est bien oxygéné. Mon cerveau est oxygéné, puis là, je suis capable d'avoir un influx nerveux musculaire à répondre rapidement. Focus. Mais à un moment donné, c'est que cet état-là, quand tu n'es pas capable de donner une pause, puis que là, il faut que tu sois performant, qu'est-ce qui arrive aux gens? Ils sont plus capables d'être focus, là. Non. La concentration devient perturbée. Ils ont un oubli. Voyons, qu'est-ce que je faisais? J'arrive plus à me concentrer. Là, ça devient problématique. Mais quand le corps va bien, quand l'hygiène de vie va mieux, c'est ce qu'on essaie d'enseigner comme nous, naturopathes, chez les gens, c'est d'avoir une meilleure hygiène de vie, manger mieux, etc. Mais c'est tellement pas enseigné, puis on n'a tellement pas le droit de jouer ce rôle-là. Fait que les gens se tournent vers le corps médical, qui eux-mêmes souffrent d'un système nerveux, eux-mêmes. Les médecins, je sympathise avec eux, là. Les urgences sont débordées, le système de santé ne va pas bien. Ils sont même plus capables. Donc, il faut que tu viennes consulter pour un problème à la fois. Mais c'est parce que je ne peux pas venir juste un problème. C'est que mon cortisol élevé joue sur ma santé hormonale, j'ai plus de gestion, je suis ballonnée. Alors, clairement, il y a plusieurs causes à effet. Ben là. oui. Ouais. Écoute, c'est un peu paradoxal la question que je vais te poser parce que par rapport à celle que je t'ai posée précédemment, mais penses-tu que plusieurs personnes vivent aujourd'hui complètement déconnectées de leur corps, de leur repos, de leur famille et même de Dieu? On vit dans une société des plus athées actuellement. Bon. Puis le Dieu de ce monde, c'est l'argent, la performance. Et on est tellement occupé à travailler, à payer nos factures, qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre le temps. OK? Donc, ça devient un défi incroyable pour l'être humain de se recentrer puis essayer de connecter, mais qu'est-ce qui ne va pas? Puis de plus, comment on peut faire pour se connecter si on ne comprend pas comment notre corps fonctionne? C'est même pas enseigné. Fait que, tu sais, juste que je viens d'enseigner le système nerveux, comment il fonctionne, puis comment, pour rebalancer le stress, ça part de Qui c'est ça? Ben moi, je l'ai appris, là. Non, mais c'est le but de faire ces interventions-là, parce que le but, c'est d'enseigner aux gens. Puis de leur donner des outils. Oui, bien, il y en a des solutions. Clairement. Mais vraiment, pour trouver des solutions, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Une prise de conscience. Exactement. Ça commence tout par une prise de conscience. Tout à fait, oui. C'est quoi la différence? Tu l'as peut-être énuméré, tu as touché brièvement, mais je veux t'emmener à peut-être aller un peu plus loin là-dedans. C'est quoi la différence entre un stress passager puis un stress chronique qui finit par épuiser notre corps? Oui. Je reviens avec l'exemple de l'adrénaline. OK? La première réaction, donc le stress immédiat, c'est vraiment le cerveau qui envoie un signal aux glandes surrénales. Danger immédiat, il y a une auto qui s'en vient, je vais éviter l'accident. Fait que là, le système nerveux, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va enlever l'énergie du tube digestif pour foudroyer le cœur, augmenter les pulsations cardiaques, la pression sanguine va augmenter, l'oxygénation, parce qu'il faut que je réagisse. C'est une question de survie. Ensuite, le cortisol embarque pour nous maintenir dans un état d'alerte, pour juste être sûr que, est-ce que le danger est passé, je n'ai encore de besoin, mais un coup qui est fini, le corps devrait reconnaître qu'il est fini, et là, il replace tout le système. Le problème, c'est que quand ce stress-là devient chronique, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? Vraiment, littéralement, c'est que ton système digestif, je reviens au système digestif, il ne faut jamais oublier que quand je mange,
faut que mon moteur soit capable de digérer les aliments pour être capable d'assimiler mes nutriments. Ensuite, dans l'intestin, j'ai un écosystème incroyable qui va s'occuper de l'assimilation, de la stimulation, de la régularisation, de produire des hormones, les neurotransmetteurs. Il y a vraiment un écosystème incroyable. Mais si je bloque l'énergie vers cet écosystème-là, tranquillement, lui aussi, il va perdre de sa force. Il va perdre son microbiote parce que les bactéries vont être mal nourries. Là, les pathogènes, là, je laisse la place aux toxines, aux pathogènes. Là, je vais mal digérer. La mauvaise digestion va fermenter, va putrifier. Ça va donner naissance à des mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries vont prendre le dessus sur les bonnes. Là, on pourrait parler de parasites, là. Clairement. Mais il y en a. Moi, j'appelle ça des bébites, là. Les intrus, les micro-organismes. Fait qu'ils vont proliférer. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Bien là, je vais avoir une réaction immunitaire parce que j'ai une inflammation qui s'en vient, j'ai des déchets. Là, ça va être quoi? Douleur à l'estomac, des troubles d'intestin, des diarrhées, des côlons irritables, de la constipation chronique, des réactions inflammatoires. Ouais. J'ai de la douleur à des endroits. Là, tout se mobilise pour essayer de gérer ça. Mais rappelle-toi, l'intestin, par le nerf vague, il envoie un message en haut. 80 des messages passent par le nerf vague et il s'en va vers le cerveau. Quand ça passe par le nerf vague, c'est parce Oui. que c'est initié par l'intestin. C'est initié qui est par surnommé deuxième cerveau. Exactement. On pourrait peut-être l'appeler peut-être le premier. Hein? On vit avec nos tripes. Mais oui. Hein? On dit souvent ça. On vit avec notre gut, Ouais. le gut feeling. Donc, l'intestin, donc là, il subit une décharge. Fait que là, il va y avoir une panoplie de symptômes, de mal qui dit, de maladie. Puis là, on va dire, ben, puis là, le cerveau, il reçoit quoi comme message? Ça va mal? Oui. Puis là, ça nous affecte. Puis là, on est de mauvaise humeur, on est agressé, on dort plus bien, parce que là, le cortisol, il est encore stimulé, fait que là, notre sommeil devient fragmenté. Et là, on pense que c'est un problème de sommeil, c'est un problème de santé mentale. Bref, tout est relié. Est-ce que c'est possible que certaines formes d'anxiété ou de mal-être Oui, commencent davantage dans le ventre que dans la tête? définitivement. Définitivement. Ouais. Puis, il y a une psychologue que je pense que tu as déjà reçue, j'oublie son nom, Geneviève Labonté. Oui, la bonté Chartrand. Oui, puis elle, d'ailleurs, elle s'est fait poursuivre par son ordre parce qu'elle traite différemment ses patients pour justement travailler sur le microbiote afin d'affecter la santé mentale. Ouais. Parce qu'elle a compris que Comment ça ça se passe... fonctionnait? Oui, que ça vient d'en bas. On peut arriver, Annie, puis il n'y a pas de secret, je pense que les gens le savent, mais on peut arriver à influencer notre humeur, notre énergie, même notre sommeil, même l'anxiété par notre alimentation. Ben oui. Oui, parce que si le chaos part de l'intestin, ben si je transforme le chaos en quelque chose qui bouge... Regarde, me donner un bon exemple. Ça, c'est une bouteille d'eau. Là, je pourrais prendre une bouteille de champagne. OK? Mais imaginons qu'on a une bouteille de champagne ici, puis que mon corps, pourquoi je parle d'une bouteille de champagne? Parce que si je ne digère pas bien, puis que ça fermente, puis que ça putrifie dans mes intestins, il ne faut pas oublier que j'ai 25 pieds de plomberie, puis il fait 98,6 degrés. Donc, il fait chaud et très humide. Fait que si la décomposition ne se fait pas bien, il va y avoir une fermentation, putréfaction, bactéries. Le compost bac brun l'été, quand il fait chaud, après une semaine, qu'est-ce qu'on y retrouve? Wow! OK? Fait qu'on a ça dans notre ventre. Fait qu'imagine que j'ai une bouteille de champagne et que là, mon stress extérieur, Je parce vais qu'il y regarder en ma a... femme différemment à soi. C'est trop facile. Fait qu'imagine que le stress vient de l'extérieur. Je brasse la bouteille de champagne parce que je brasse mon corps. Je l'ai shaké par un stress émotif. Qu'est-ce qui arrive à la bouteille? Champagne, elle va péter. Les gaz montent vers le haut, mal dans le cou, mal à la tête, je suis confuse, brouillard mental, ça va pas dans la tête, là. Mais si je travaille sur le terrain, j'améliore ma digestion,
j'élimine mieux. On travaille sur le microbiote. Donc, on fermente moins, on putrifie moins parce qu'on élimine mieux, le transit va mieux. Je brasse une bouteille d'eau, j'ai le même stress. Il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est correct de travailler sur les impacts des émotions, mais il y a un impact beaucoup plus grand si je travaille sur le terrain. Clairement, clairement. J'aime le pratico-pratique, Annie, tu me connais. Quels sont les gestes simples, accessibles et réalistes qui peuvent aider à calmer le système nerveux au quotidien? Première étape, on respire. Exemple, toi puis moi ensemble, on va en faire un exemple. Une respiration du nerf vague, ça ressemblerait à quoi? Premièrement, on ferme les yeux. On prend une grande respiration, mais du ventre. On inspire. On amène ça ici, on en fait une autre. Et là, on souffle tranquillement comme si on soufflait dans une petite paille. Wow. Essaye-le. Mais ce que je m'en allais dire, c'est parce qu'au karaté, j'ai déjà fait du karaté dans le passé, puis quand on vivait un essoufflement, on avait comme une technique similaire à ça pour pouvoir ramener notre corps à... Bon, bien, le fait de respirer de cette façon-là, une bonne respiration, ça stimule le nerf vague pour qu'il stimule le système parasympathique, mettre le frein au stress. Première étape, c'est de respirer. Fait que moi, ce que j'essaie, je le fais pas toujours, mais entre deux rendez-vous, je ferme les yeux. Puis là, c'est quasiment instantané. Là, même mon ton de voix vient de changer. On sent, OK, là, je viens de me déposer, je suis prête à repartir. Donc, il faudrait que les gens s'entraînent parce qu'il faut entraîner le parasympathique à venir couper ça un peu, ce stress-là. Ça, c'est le côté pratique, système nerveux, il faut le calmer. Mais un autre côté qu'il faut vraiment travailler, c'est la diète, c'est l'hydratation et favoriser le sommeil. Parce que s'il me reste juste mon sommeil pour récupérer mon parasympathique, parce que quand je dors, au moins, mon parasympathique va embarquer, mais normalement, le parasympathique, il devrait embarquer à journée longue. Là. Je ne devrais pas être en sympathique le jour, puis juste en parasympathique le soir. Il faut que je sois en sympathique, mais momentanément, je reviens en parasympathique. Annie, le stress chronique, c'est parfois, ou est-ce que c'est parfois le symptôme extérieur d'un vide intérieur plus profond? La Bible parle de paix, de repos, de confiance en Dieu. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », est-ce que ce message est plus actuel que jamais aujourd'hui? Oui, puis j'invite les gens. Moi, j'avais pas Dieu dans ma vie, j'avais l'univers dans ma vie. Puis là, tu as laissé rentrer le Dieu de l'univers? Oui, en plein ça. J'ai laissé rentrer le Dieu de l'univers. J'adore ton analogie. C'est ce que je dis d'ailleurs maintenant. Et il apaise ma paix. Parce qu'il le dit. Puis il y a même un passage dans 1 Pierre 5, j'oublie le verset exact, mais ça dit « Redonne-lui tes soucis. » Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Fait que quand tu lui fais confiance, comme maintenant je lui fais confiance, et c'est ça qui donne l'espoir. Je ne suis pas toute seule à dealer avec mon stress. Parce que c'est humainement impossible de porter un fardeau qu'on voit actuellement dans le chaos mondial. Jésus est là. Puis c'est rien que ça qu'il demande. Il demande qu'on l'invite dans notre cœur pour qu'il puisse enlever ce fardeau-là. Si j'ai réussi à passer à travers mon fardeau du Collège des médecins et de la poursuite, c'est grâce à lui. Parce qu'il m'a donné les ailes, il m'a donné les outils, il m'a fait persévérer, il m'a fait chercher des solutions, parce qu'en même temps, il faut persévérer, puis il faut continuer à chercher la vérité. Jésus est la vérité. Donc, on arrive à trouver des solutions, puis c'est ça l'espoir. Bien, merci Annie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour faire notre éducation sur le système nerveux. Et je pense que juste prendre le temps, évidemment, de prier puis de mettre Dieu premier dans notre vie, mais s'arrêter puis juste, comme tu as dit, de prendre une bonne respiration. Là. Ça fait toute la différence. Tu sais, je lisais ce matin, puis je vais te laisser avec ça, je lisais ce matin dans ma lecture quotidienne dans la Bible, je lisais l'histoire de David. David, il arrive un moment dans sa vie où Saül court après pour le tuer. Il s'est rangé du côté des Philistins. Et puis, les Philistins
allait en guerre contre Israël, puis David était pour y aller avec eux, jusqu'à temps qu'un des chefs des Philistins dit « on ne veut pas l'avoir parce qu'il pourrait se retourner contre nous », puis il avait peur un peu à une trahison. Fait qu'ils n'ont même pas voulu avoir. Fait qu'imagine-toi, le roi Saül court après pour le tuer. Les Philistins ne veulent même plus de lui. Puis ça nous dit que David, ce qu'il a fait à ce moment-là, puis plus que ça, c'est que pendant que les Philistins sont allés à la guerre, il y a une autre tribu qui est allée combattre, puis qui ont volé tout ce qu'il y avait à Siglag. Les 600 soldats de David ont voulu se revirer contre lui. Fait que là, tu as un côté, tu as Israël qui veut plus de toi, tu as les Philistins qui veulent plus de toi. En plus, ton peuple ou ta gang s'est fait, les fils et les filles, le bétail s'est fait attaquer. Puis là, les 600 soldats qui sont avec toi veulent se revirer contre toi. Il n'y a pas d'impasse, c'est dans un cul-de-sac. La chose qui m'a touché ce matin, qui m'a frappé, c'est qu'il a pris courage, puis il est allé consulter l'Éternel. Puis l'Éternel lui a donné des stratégies, puis il a pu sortir de cette situation-là, à remobiliser ses troupes, puis aller à la guerre, puis récupérer ce que l'ennemi avait enlevé. Fait que ça me touche parce que des fois, dans nos vies, on vit des moments de stress, d'anxiété, de perturbation, puis on a tendance à vouloir garder les mains sur le guidon, alors qu'on devrait juste se remettre tout à Dieu. Puis quand on remet tout à Dieu, c'est lui qui développe les stratégies puis qui nous aide à sortir de nos situations qui semblent sans issue. Bien dit. Hey, merci d'avoir été avec nous, Annie. Merci, Jean-François. Ce soir, nous avons parlé de stress, du système nerveux, du vide intérieur et d'une génération émotionnellement épuisée. Mais au retour, nous entrerons dans un autre type de pression, celle d'un monde où les données, l'intelligence artificielle et la surveillance numérique redéfinissent progressivement le pouvoir du 21e siècle. À tout de suite. Théovox existe maintenant depuis plus de 5 ans. Vous nous avez ouvert la porte de votre salon, de votre maison. Et pour cela, on vous dit vraiment un gros merci du plus profond de notre cœur pour votre confiance, votre générosité. Grâce à vos dons et votre générosité, Théovox peut rester debout tel un phare. On peut continuer à dire la vérité au cœur de l'actualité, oui, une vérité sans compromis parce que vous faites la différence. Vous voulez contribuer, nous aider pour la prochaine année en contribuant et nous aider à garder la mission de Théovox, vous pouvez le faire en devenant partenaire mensuel. Que ce soit 15, 20, 50, 100 $ ou plus, cela nous aiderait grandement à rester parmi vous. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site internet à www.theovox.tv, faire un don ou contribuer. Vous pouvez également m'écrire à info@theovox.tv. De la part de toute l'équipe de Théovox, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Annie me faisait rappeler ou me faisait penser qu'on a oublié d'annoncer les masterclass sur le système nerveux. Donc, Annie offre des masterclass sur le système nerveux. Il y a 10 % pour les auditeurs de Théovox. Vous pouvez aller vous inscrire via son site internet à vitacru.com. Donc, vitacru.com, masterclass donnée par Annie sur le système nerveux. Et il y a un 10 % pour tous les auditeurs de Théovox. Et le code promo, c'est justement Théovox. De plus en plus d'experts préviennent aujourd'hui la prochaine grande guerre mondiale ne sera peut-être pas seulement militaire, mais technologique. Une guerre autour des données, de l'intelligence artificielle, des infrastructures numériques et du contrôle de l'information. Pour en discuter ce soir, je reçois Richard Descaries, stratège politique et analyste géopolitique, et le professeur Paul Héroux, scientifique et expert reconnu dans les domaines des technologies et des infrastructures électromagnétiques. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment content de vous avoir avec nous. Professeur Héroux, ça fait longtemps. Je suis particulièrement content de vous recevoir avec nous ce soir. Ça fait plaisir, Jean-François. Tu n'es pas au courant de ce que dit Annie? Dieu, c'est une grande inspiration et une grande respiration à la fois. Ben oui, tout à fait. C'est très bon, ça. Sauf qu'on n'a plus le droit de boire de champagne, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. C'est un problème. Tu trouves ça difficile, toi? Hein? Ben, je comptais là-dessus. Tu comptais là-dessus, c'est ça. Au restaurant Richard... Richard, est-ce qu'on a sous-estimé le fait que la révolution technologique actuelle n'est pas seulement industrielle, mais profondément géopolitique? Autrement dit, la véritable lutte mondiale aujourd'hui oppose-t-elle encore des États ou désormais des architectures technologiques capables de contrôler l'information, les comportements, les communications et l'économie numérique mondiale? Bien, il faut avoir vu le film La Matrice pour comprendre vers où on s'en va. Alors, destruction des nations, c'est ça le plan
des globalistes là, depuis au-dessus de 100 ans. Et là, on arrive avec une technologie qui permet de réaliser ça. Alors, on passe au niveau politique, mais dans un sens qui est sans retour. Donc, leur plan, c'est d'asservir la population mondiale dans son ensemble. Et là, ben, les paris sont levés. Je suis persuadé que le professeur Héroux va nous dire que c'est pas faisable à court terme, mais je trouve que l'agenda avance à grands pas quand même assez rapidement. Je fais un débat avec moi-même. Hein. Oui, c'est ça. Il lance déjà le débat, puis on vient de commencer. Avec ce que tu viens de dire, Richard, de plus en plus, l'électricité devient une source vraiment importante. Puis il y a eu une transaction qui s'est faite cette semaine. Et je veux qu'on regarde la vidéo que j'ai préparée pour toi, puis après ça, je vais relancer la prochaine question par rapport à ce sujet-là. Le plus grand accord dans le secteur électrique américain depuis une décennie n'a pas été dicté par la croissance démographique. Il a été dicté par les serveurs. NextEra Energy a annoncé lundi le rachat de Dominion Energy pour 66,8 milliards de dollars, entièrement en actions, créant ainsi le premier fournisseur d'électricité réglementé au monde par capitalisation boursière. La logique de cette opération repose sur un seul chiffre, 51 gigawatts. C'est la capacité contractuelle de Dominion déjà réservée par des centres de données, dont Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta et CoreWeave figurent parmi les clients directs. La Data Center Alley, du nord de la Virginie, la plus grande concentration de centres de données au monde, se trouve dans la zone de dessert de Dominion. NextEra a compris que l'accès à ce couloir d'infrastructure vaut plus que n'importe quelle expansion organique. La fusion crée ainsi une entité à 110 gigawatts de capacité de production et 10 millions de comptes clients dans 4 États. Richard, pendant des années, les populations occidentales ont entendu qu'il fallait réduire la consommation, réduire l'énergie, transformer l'économie et limiter drastiquement l'empreinte carbone. Or, aujourd'hui, la course mondiale vers l'intelligence artificielle, les mégacentres de données, les infrastructures infonuagiques et la 6G semblent nécessiter des quantités d'énergie gigantesques. D'ailleurs, le GIEC est revenu sur ses prédictions de réchauffement catastrophique. Les médias sont silencieux et les politiques l'ignorent. Y a-t-il un lien entre le changement de cap de l'ONU, du GIEC, bien sûr, je reprends la question, je me suis enfargé. Y a-t-il un lien entre le changement de cap de l'ONU et du GIEC en lien avec les changements climatiques, la construction des méga centres de données et la fusion d'entreprises en électricité? En fait, la propagande de peur, parce que c'est ça depuis le début là, qu'on vit, était initialement que c'était pour être... la température était pour abaisser de telle sorte, et ça c'est Al Gore et compagnie là, qui disaient ça il y a 30 ans, c'était pour être tellement froid qu'il était pour avoir des problèmes. Là, ils ont viré de bord. Après ça, c'était la chaleur. Hein? C'était pour être effrayant. Donc, le réchauffement climatique. On n'entend presque plus ça aujourd'hui, le terme réchauffement, parce que ça n'a jamais eu de sens. Et là, les gens se sont aperçus que ça n'avait aucun sens. Quand il faisait moins 27, moi, je disais toujours aux écolos, réchauffement, il fait dur ce matin. Et là, ça a usé ça un peu dans la population, cette espèce de rengaine-là. On est arrivé avec les changements climatiques. Donc, les gens voient des changements drastiques, mais on nous saupoudre avec des avions à tour de bras. Il faut regarder le ciel un peu pour voir comment les chemtrails, c'est un fléau là, partout en Occident. Donc, on nous manipule en prévision de... C'est pas ce qu'ils prédisent qui est important, c'est plutôt quel est l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est tout le temps l'asservissement de la population. Si tu n'es pas parmi les 3000 milliardaires qui contrôlent la planète, tu es dans ceux qui vont être asservis, qui vont être sous l'emprise d'une matrice. Et pour en venir à bout, bien, naturellement, ça leur prend des quantités gigantesques d'énergie. Et là, ce qu'on voit, c'est un transfert d'énergie. Donc, comment faire des mégacentres qui prennent une énergie énorme? On a vu l'excitation du gouvernement Legault là, qui s'était fait élire en 2018 avec aucune plateforme écologique. Et le lendemain de l'élection majoritaire, il s'est mis à parler de batterie puis de comment le Québec était une priorité au niveau de toutes les énergies renouvelables. Et ça a été un fiasco monstre depuis ce temps-là. Mais le transfert d'énergie, c'est ce qu'on vit actuellement. Et c'est pour ça que les organes de propagande, comme les Nations unies, le GIEC, ce n'était pas des prédictions qu'ils faisaient, c'était de la propagande fausse, mensongère, avérée avec des textos. Là. On a prouvé que tout ça avait été non scientifique. Donc, aujourd'hui, ils virent de bord
Et les gens qui étaient contre vont dire on est satisfait, on a gagné. Et ceux qui étaient pour vont être déçus. Et tout à coup, on se fait bâtir des méga-centres de données qui sont en train d'absorber toutes nos données. On le voit avec notre système de santé ici. Fait qu'on voit que c'est un même plan qui est très continu, mais il y a des variations. Les tactiques en chemin, c'est pas un changement stratégique, c'est des replis, des reculs, des avances, etc. Mais pour faire simple, est-ce que tu dirais que le GIEC, l'ONU reviennent sur leurs prédictions de changement climatique pour justifier justement la construction de ces méga-centres-là? Ils changent leur propagande. Ce pas des prédictions qui ne sont pas avérées, c'est qu'ils changent comme ils veulent parce que c'est faux à gauche ou à droite. Donc maintenant, de dire que c'est... Richard, il n'est jamais simple. Il a un esprit sophistiqué et complexe qui reflète la société dans laquelle on vit. On ne peut pas lui demander ça. Le récent repositionnement de certains scénarios, professeur Héroux, certains scénarios climatiques de l'ONU et du GIEC, change-t-il, selon vous, la légitimité politique, économique et médiatique de plusieurs transformations imposées depuis les dernières années? Bien, moi, je pense que l'histoire des changements climatiques, bien, il y a un réchauffement, on le voit, mais ce qui était vraiment pas scientifique, c'est de faire peur aux gens avec le tipping point. Parce que ça, scientifiquement, on n'était pas certain qu'il y en avait un. C'est pas du tout évident qu'il y en a un. Peut-être que c'est simplement monter et descendre de thermostat. Et moi, ce que je disais à mes élèves, c'était, je leur disais, vous savez, au Canada, on vit sur un bloc de glace. Donc, si on monte le thermostat, je ne suis pas certain que ce n'est pas à notre avantage, tout simplement. Moi, j'ai des idées simples, comme vous pouvez voir. Dans une récente entrevue que j'ai captée cette semaine, Brian Isted, un ancien capitaine dans l'armée canadienne et ancien analyste du renseignement militaire canadien, affirmait que pratiquement aucun appareil connecté n'est réellement sécuritaire et que certaines capacités modernes de surveillance seraient aujourd'hui extrêmement avancées. J'ai préparé une vidéo sous-titrée. On la regarde à l'instant, on la commente par la suite. There's things that can detect keystrokes on a keyboard, you know what I mean? You don't even have to be very close, like to figure out of who's operating some kind of device. And like I had top secret clearance here, so I don't want to say things that are overstepping boundaries that'll get me arrested. But the landscape of intelligence collection and the abilities of the most savvy intelligence technology-wise, I say, are unbelievable. And no device is secure. This line that we're on now is not like nothing in your phone, in any device you have, if it has an internet connection, is vulnerable to penetration from almost anybody. If it's a state actor, certainly your Signal application that's quote unquote encrypted is 100% not safe. You lose a little bit of sleep at night over thinking about, you know what I mean, how vulnerable everybody really is. I was thinking about, is it called Pegasus, that thing? And that's invented by Israel, I believe. I think they need your phone number maybe, but then they've just got your phone basically at that point. They used to need your phone number to use Pegasus, and it was delivered in a no-click. I can't remember the exact name of that kind of attack, but it's a zero-day no-click attack. So if they have your phone number, they could remotely access your phone and everything in it and track you GPS. They don't need your phone number anymore. They just all they need to do is your name, and like as soon as they know who you are and they decide that something's going to happen to you, that's all they need. They can be in your device and out before you know anything happened. Back in 2022, sort of at the height of the convoy protest in Ottawa, there was a CANSOF signals intercept plane that was seen circling above the protest. So this is a propeller plane, relatively small, like not maybe about the size of a small bus or something like that. You know what I mean? It's not a huge plane, but it's big enough to fly over top of an area and use signals intercepting technology. And by signals, I mean a phone, a computer, any smart device that's able of sending or receiving data can be intercepted remotely. So this plane flew over top of Canadians quietly protesting next to their, and I don't say this as hyperbole, like I lived in Ottawa during this. I went to the convoy to see what was going on. There were bouncy castles and hot dog stands and free coffee for families. And it was not at all January 6th in Canada like the media portrayed it. Like that's has nothing to do with reality. But we had Canadian Forces assets flying over top of the convoy in what would be called a scraping pattern. So scraping is just basically flipping the switch on that turns on these collection capabilities so that now every single person on the ground there within range of this plane, so everybody that's there that has their phone, everyone carries their phone all the time,
is now pinging this plane as if it's a cell phone tower kind of thing. And this plane now knows who you are, because most people's phone numbers are attached to their phone. Your phone number has your name. So now they have your passwords, your pictures, your messages, your call logs, like absolutely everything. And this was very likely to have been done by the Canadian military on Canadian people. And that is highly unethical and highly illegal. A lot of people knew about this. It absolutely happened. And from the email traffic that's been dug up through ATIPs, they're just trying to hide it. And this is a scary level of government overreach that I've been trying to talk about for a couple years now, that the military is absolutely trying to hide. The federal government seems like they're absolutely trying to hide this. And we need some daylight on this to know what actually happened. Ouf. Là, on vient d'entendre une vidéo intéressante, mais je mets la table à une série de questions. Mais juste avant qu'on puisse rentrer dans les questions, parallèlement, la semaine dernière, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, disait récemment travailler en présumant que certaines formes de surveillance politique pourraient encore exister au Canada. Le Parti québécois utiliserait même des pochettes Faraday lors de certaines réunions stratégiques. On écoute Paul Saint-Pierre Plamondon à ce sujet, puis on vient avec ma série de questions. S'il y a une constance dans l'histoire du Parti québécois, c'est que le chef et les élus influents sont espionnés. Puis à cette époque-ci, l'espionnage s'est quand même transformé parce que le numérique et les téléphones intelligents font en sorte que c'est drôlement plus facile qu'à l'époque où quelqu'un devait se taper une enregistreuse sur le ventre. Gagnez-vous des taupes à l'intérieur de votre parti? On est une toute petite organisation. On sait notre histoire. Donc on sait qu'à chaque décennie, le gouvernement du Canada a posé des gestes éthiquement et légalement très douteux de surveillance sur les élus du Parti québécois. Ils sont même allés jusqu'à saisir nos listes de membres puis à arrêter du monde. Il n'y a pas de... Donc on travaille en se disant que c'est très possible que ce soit le cas, mais on n'aura jamais les moyens, en tout cas, à court terme, on n'aura jamais les moyens d'enquêter là-dessus. On sait ce qu'on sait, on a de l'info, mais ce n'est pas destiné à l'espace public. On est vigilant, on a des bribes d'informations. Si vous, comme journaliste, vous voulez vous intéresser à ça, je vous encourage à le faire. Mais la vérité, c'est qu'on n'aura pas les moyens de démontrer quoi que ce soit. Donc, plutôt que d'envoyer ça dans l'espace public, nous, on présume que ce qui est arrivé dans les autres décennies va nous arriver. Ma crainte, c'est que fondé sur des décennies d'espionnage et de gestes douteux de surveillance des élus du Parti québécois, particulièrement dans les séquences qui ont mené à des référendums, on n'a pas les moyens de vérifier ce qui se produit en ce moment, mais on est obligé de présumer que le gouvernement fédéral n'a pas changé et qu'il fait ce genre de surveillance-là, surtout qu'à cette époque-ci, les technologies ont changé de sorte que c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque, mais tout ce qu'on a, c'est l'historique du Parti québécois, où ce genre de geste douteux-là a toujours eu lieu, et ce n'est pas de la paranoïa, c'est simplement de connaître son histoire récente à chaque décennie et poser des gestes les plus prudents possibles, en sachant que probablement que c'est intercepté, ce qu'on se dit au téléphone. Professeur Héroux, Ouais. la première question va vers vous. Le citoyen moyen comprend-il réellement la sophistication actuelle des métadonnées, du profilage numérique, des capacités d'interception et surtout de l'intelligence artificielle appliquée au renseignement? Ou sommes-nous devant une immense fossé entre la capacité technologique réelle et la perception du public? Bien, en réalité, d'accumuler des informations, c'est la première étape. Après ça, il faut les interpréter. Ouais. Puis moi, je crois que la deuxième étape de l'interprétation est un petit peu plus ardue qu'on pourrait se l'imaginer. En d'autres termes, si j'ai une cible vraiment très, très précise, je veux espionner Jean-François, je n'ai pas besoin d'un data center de 100 000 mégawatts. Ça se fait assez facilement. Si je veux avoir un espionnage collectif, là, ça demande des moyens énormes. Mais moi, je crois que ces data centers-là sont plus dédiés à la commercialisation, des choses qui font de l'argent. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas utilisé à des fins maléfiques, mais je pense que dans ce cas-là, c'était utilisé de manière politique. La politique utilise, je pense, Richard va être avec moi, à peu près n'importe quoi. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Et moi, l'intelligence artificielle, j'aime bien ça. J'adore ça. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, là, j'étais en train de négocier avec quelqu'un aux États-Unis qui voulait m'engager, puis qui se demandait comme ça, est-ce que vous pouvez me faire une proposition pour votre salaire?
Ben, j'ai dit, je n'ai pas d'idée précise, je sais ce que je demande comme consultant habituellement. Alors, je le regarde, je lui dis, c'était une institution du gouvernement américain, je lui dis, tu as juste à faire Google puis demander comment ton institution paie les consultants scientifiques. Puis je dis, tu vas avoir toutes les réponses. Puis en fait, il y avait des catégories. Puis moi, je l'ai fait d'ailleurs, puis je m'attends à ce que vous puissiez me donner en lien avec... Bien, en réalité, lui, il n'était pas au courant. Ouais. Il y a des choses qui sont devenues tellement faciles maintenant. J'ai des collègues qui sont épidémiologistes. Ils s'amusent à faire des conceptions d'études épidémiologiques en l'espace de 5 minutes qui auraient pris des heures et des heures et des jours auparavant. Ça ne remplace pas l'intelligence humaine, mais c'est intéressant parce que c'est un ramassis de tout ce qui a déjà été fait. Et si on peut compiler ça de manière raisonnablement intelligente, ce n'est pas toujours très intelligent, mais moi je pense que c'est d'une très grande utilité. Est-ce qu'on peut en abuser? Oui, mais je pense que ce n'est pas facile d'en abuser. Il faut être très bien organisé et seulement certaines cibles privilégiées vont être victimes. Richard, les États-Unis justifient souvent l'expansion des capacités numériques par la sécurité nationale, la cybersécurité, la désinformation ou la lutte contre l'extrémisme. Le danger aujourd'hui n'est-il pas que des outils développés initialement pour combattre des menaces extérieures finissent progressivement par être redirigés vers les populations elles-mêmes? Bien, c'est même la stratégie qui est déjà écrite, là. Il n'y a rien de nouveau. Donc, on va se servir du confort des gens. Donc, c'est agréable. L'intelligence artificielle, ça nous donne accès à beaucoup d'informations. Bientôt, les gens vont se mettre à interagir comme avec un être humain parce que tu peux leur parler comme un être humain puis ils répondent, là. J'ai un ami qui s'est fâché récemment puis qui s'est mis à sacrer. Puis là, l'intelligence artificielle a répondu en disant « Je vois que vous êtes fâché, là, donc je vais me reprendre puis je vais essayer de faire mieux. » C'est presque une geisha. Alors, ils vont tomber en amour avec puis ils vont penser que c'est des vrais humains. On retombe dans la matrice encore une fois. Mais tout ça est prévu parce qu'une fois qu'on va être attaché, dépendant, bien là, votre confort, on va aussi vous demander d'agir selon certaines normes. Et là, quand on tombera dans le contrôle collectif, bien, l'intelligence artificielle va servir à gérer des capacités gigantesques. La technologie s'en va vers ça. L'objectif, c'est est-ce qu'ils vont réussir? Ils se donnent des objectifs comme 2030. On voit qu'aujourd'hui, 2030, tout le monde en bicycle électrique, là, ça ne marche plus. On s'en va dans... on reporte ça à plus tard, c'est pas grave. On efface puis on recommence parce que c'est leur plan et ils avancent comme un char d'assaut à travers tous les pays en même temps. C'est ça la difficulté qu'on a. Ouais. Donc, c'est certain qu'on se sert de ça pour prévoir le crime. On a vu le film sur le pré-crime, là, c'est-à-dire qu'on a tellement de statistiques en temps réel avec toutes les données des gens par rapport à leur cellulaire, mais par rapport à d'autres données éventuellement, qu'on va même pouvoir prévoir les chances qu'il arrive un crime dans tel contexte. Et c'est déjà en train de se faire actuellement comme manipulation. Ouais. Moi, j'ai commencé à regarder un petit peu une série qui s'appelle Personne d'intérêt ou quelque chose comme ça, le nom de la série, là, avec Jim Caviezel. Puis, et puis, c'est hallucinant de voir comment l'intelligence artificielle, ou je dirais l'équivalent de, dans certains films, on voit l'œil de Dieu est omniprésent, puis les aiguilles, puis les emmène toujours à trouver la personne. Puis, avant qu'il arrive quelque chose. Ouais, mais ils ne sont pas capables de trouver une liste qui s'appelle la liste d'Epstein, puis la diffuser. Donc, on voit qu'on s'enfarge dans nos lacets quand ça fait notre affaire, et après ça, on vise d'un contrôle général. On voit très, très bien que c'est maléfique, pour reprendre ce que le professeur disait tout à l'heure, c'est que l'objectif ne sera jamais pour notre bien commun. C'est toujours pour ça. Moi, la question que je me pose, c'est comment il se fait que Richard sait que c'est comme une geisha? Je vais lui poser la question à lui. Je pense que les geishas sont au service de leur maître. Oui, c'est ça. Le fait même que certains partis politiques utilisent aujourd'hui, on a entendu Paul Saint-Pierre Plamondon, des mesures anti-interception, des protections électroniques ou des protocoles de sécurité numérique. Est-ce que ça ne démontre pas déjà la méfiance envers les infrastructures numériques qui devient progressivement institutionnelle? Bien, en fait, il a dit qu'il n'était pas paranoïaque, hein, parce qu'on l'a accusé tout de suite de paranoïa. C'est facile de lancer la première taloche en disant, bon, ça se soigne, comme Boulris a dit. Il a traité que c'est anodin ce qu'il dit là. Non, il y a des faits, là. On est assez vieux, nous, pour avoir connu la GRC qui intervenait par rapport au Parti québécois.
lorsqu'il y a eu les descentes contre le FLQ, on a pris tout le monde qui avait une carte du Parti québécois, on les a emprisonnés sans aucun mandat. Donc, il y a des précédents énormes. L'espionnage, c'est le rôle de l'État par rapport à des risques criminels. Et à l'époque, dans les années 80, début des années 80, la séparation du Québec, c'était vu comme une attaque criminelle. Ouais. Jean Chrétien n'aurait pas fait 24 heures comme premier ministre du Canada, même si c'était lui qui était en titre. Il l'aurait débarqué le soir même de le référendum. Donc aujourd'hui, qu'il soit paranoïaque, pas du tout, au contraire. Mais nous tous, chez nous, on devrait même avoir une pochette Faraday en tout temps. On devrait se couper de ce monde-là le plus possible, surtout dans des réunions d'affaires et tout le reste. Et là, on a vu avec l'avion qui survolait les manifestants, j'ai dit ça à Steve Lartis quand j'ai vu l'article cette semaine, tu étais surveillé par un avion, tu ne le savais même pas. Donc, ils ont tout emmagasiné les informations qui étaient là. Moi, je pense que ça dresse le plan de ce qui s'en vient. Le plan Mondo, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est pas tout le monde qui a un téléphone cellulaire. Non. Moi, j'en ai pas. Vous êtes un des rares, par exemple. Vous êtes un des rares, professeur Héroux. Mais professeur Héroux, lorsqu'on entend aujourd'hui des experts en cyber-renseignement, des militaires, des acteurs politiques et certains États admettent implicitement que les capacités modernes de surveillance sont devenues pratiquement omniprésentes. Le véritable enjeu du 21e siècle devient-il la protection des frontières ou la protection des données, des comportements, de la vie privée des populations elles-mêmes? Oui, ça, c'est toutes des choses qui sont possibles. Mais les choses modernes, à la fine pointe de la technologie, en général, sont la propriété des militaires. Un exemple, là maintenant, l'armée américaine est en train de se demander si on ne devrait pas donner l'autorité aux drones de décider de tuer quelqu'un. Ça me dérange. Parce que, premièrement, je n'ai pas confiance dans leurs algorithmes. Puis également, j'ai une petite difficulté morale avec quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir garder le privilège des décisions. En premier, les politiciens, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vouloir nous retirer à nous la liberté qui est chère en démocratie, mais qui s'érode un peu progressivement à mesure que les moyens technologiques s'améliorent. En d'autres termes, il y a des gens dans la société qui voudraient que le petit peuple soit homogénéisé, qu'on soit en quelque sorte des pions interchangeables qui peuvent servir à gagner des élections, mais qui n'ont pas d'identité dérangeante. C'est quoi des identités dérangeantes, par exemple? Est-ce que la religion peut être une identité dérangeante dans une société? Absolument. Hein? Clairement. Avec l'évolution de l'intelligence artificielle prédictive, sommes-nous en train de passer d'un modèle de surveillance passive à des systèmes capables d'anticiper, de détecter et potentiellement de prévenir certains comportements humains avant même qu'ils ne surviennent? Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire en laboratoire qui sont beaucoup plus difficiles à faire dans la réalité. Donc, effectivement, on peut faire des films qui sont très, très apeurants, mais quand on sort du laboratoire, il y a beaucoup de choses qui deviennent fragiles. Comme par exemple, là, le Havana Syndrome, il faut vraiment avoir ce qu'il faut, puis la compétence qu'il faut pour généraliser ça. Donc, moi, il y a des gens qui m'appellent souvent et disent « Je suis victime de ceci et de cela ». Mais c'est plus vraisemblable qu'ils sont victimes d'autre chose parce que les moyens qui sont nécessaires pour mettre ces circonstances-là en action sont quand même pas triviaux. Oui. Vous pensez qu'on parle beaucoup plus que la technologie est rendue? Oui, parce que c'est normal qu'on parle des choses de pointe, des choses qui pourraient se produire. On a beaucoup d'imagination, les humains, et on veut anticiper ce qui pourrait se produire. C'est normal, puis c'est sage de penser comme ça. T'en penses quoi, toi, Richard? C'est que la peur, c'est justement le moyen d'asservir les gens avant même d'avoir une technologie. Et on l'a vu avec le COVID, c'était un peu un test d'intelligence de dire on va vous injecter n'importe quoi, puis on a tout réglé ça en 6 mois. C'était magique. Mais magique par rapport à une peur. Donc, les gens se précipitaient à se faire injecter. Donc, c'est la peur qui est le moyen qui est utilisé dans un premier temps. Mais avec la technologie, on s'en va vers un resserrement des libertés, mais aussi au niveau législatif. C22, C9 actuellement, là, C8 qui sont en train d'être adoptés présentement. Bien, une fois qu'ils vont être adoptés, on va avoir les deux mains attachées par rapport à toute critique.
Et elle est où la démocratie? Il est où le gouvernement? Dès que le gouvernement Carney est devenu majoritaire avec des transfuges conservateurs, parce que des transfuges qui s'en vont vers l'opposition, puis que le gouvernement perd sa majorité, c'est une chose. Là, il devient majoritaire avec des transfuges, c'est comme s'ils les ont achetés. Et les comités ont non seulement pris la majorité, donc ont décidé de tout ce qui se passait dans les comités, mais ils ont fermé les caméras. On parlait de ça la semaine passée. Donc, on voit que l'étau se resserre très rapidement, plus rapidement que la technologie se développe, mais les deux vont de pair. Donc, la peur, c'est comme ce qui précède justement un avancement technologique. C'est l'équivalent de la bouteille de champagne tout à l'heure où tu crées un stress général, tout le monde s'écrase, et là, tu te dis, j'ai une solution. Et là, tout le monde focus sur la solution, comme te faire injecter un poison. Tout à coup, ça devient un miracle. Ouais. C'est assez phénoménal que les gens aient fait ça. Ils vont se fendre en 8 pour regarder ce qu'il y a sur une boîte de conserve, voir s'il n'y a pas trop de sel. Mais ils se font injecter du poison volontairement. C'est assez phénoménal. Ouais. C'est un homme très brave, Richard, parce que quand il dit le COVID, c'était un test d'intelligence et qu'on y pense vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont contenues là-dedans. Comme, par exemple? Comme, par exemple, comment est-ce qu'on a réussi à convaincre toute la population qu'on avait développé un vaccin miracle à toute vitesse? N'importe qui a jamais fait la recherche en biologie et qui connaît le domaine des vaccins sait que ça n'avait pas de sens. Là, maintenant, on finit par le voir. Le vaccin n'était pas efficace, il est contaminé par ceci, par cela. On n'a pas examiné la toxicité de ces choses-là. Et c'est une cristallisation remarquable de dire que c'était un test d'intelligence. Félicitations. Pire que ça, on a dit aux gens, il faut que vous soyez injectés d'un vaccin pour protéger les autres. C'est une inversion de la science. Et ça fonctionnait au point où j'ai dû convaincre une pharmacienne de ne pas injecter son enfant parce qu'elle voulait injecter l'enfant pour protéger les grands-parents qui avaient 2, 3, 4 injections. Et là, tu dis, parce que le vaccin, c'est pas pour te protéger soi. Oui, c'est vrai, c'est rappeler ses cours de pharmacologie. Phénoménal. Donc, c'est ça la puissance de la peur, c'est que les gens arrêtent de réfléchir. Oui. Au 20e siècle, les peuples craignaient les dictatures militaires. Le 21e siècle risque-t-il plutôt de voir émerger des formes beaucoup plus sophistiquées de contrôle basées sur la force brute, non sur la force brute, mais sur les infrastructures numériques, sur la dépendance technologique, l'ingénierie sociale, puis les systèmes algorithmiques, Richard? On l'a vu avec les guerres depuis quelques décennies, des guerres de drones. Les pilotes, la guerre d'Irak, ça se passait en Californie dans des bunkers. Ils jouaient sur des manettes. Ils ont pris des militaires qui jouaient sur des jeux vidéo, puis ils tuaient du monde à l'autre bout de la planète. Donc, la technologie avance très rapidement. Les guerres servent à faire débloquer des grands budgets pour pouvoir développer encore plus. Alors, c'est sûr que toute la dimension technologique, ce qui se passe en Iran actuellement, la Chine s'est servie de tous ces systèmes électroniques pour surveiller ce que les Américains faisaient, pour dresser un plan stratégique de ce que l'ennemi potentiel fait. Donc, c'est comme une mise à jour de leur information. Parce que ce que le petit avion faisait à Ottawa, presque un avion loufoque tout à l'heure, petit avion vert, si ça, c'est puissant comme ça, imagine les avions qu'ils ont, les AWAC, là, avec le super dôme. Ça peut enregistrer à peu près tout ce qui bouge sur place. Donc, les guerres et les manipulations d'économie qui se passent actuellement, c'est toujours par rapport à la technologie, c'est certain. Donc, les guerres sont beaucoup moins 3000 soldats qui s'en vont se battre. Là. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que dans ta tête, Richard, tu as l'air à être avancé très, très loin technologiquement, contrairement à dans la tête à professeur Héroux. Parce qu'il est plus prudent. Il n'y a pas encore de téléphone cellulaire, je ferais remarquer. Il n'est pas rendu là. Mais une chose qui est importante qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique et les logiciels sont fondamentalement des buffers, des limites. En fait, on ne peut pas modifier ça facilement. Vous allez à l'épicerie et subitement, il y a une perte de courant. Vous ne pouvez plus rien acheter parce que la machine est bloquée. Les machines sont en quelque sorte un ingrédient artificiel qui nous déshumanise et
On est impuissant. L'informatique est primitive dans le sens, s'il y avait un logiciel intelligent à l'épicerie, bien, le logiciel, il saurait qu'il y a une perte de courant, puis il dirait, bon, écoutez, là, le logiciel dirait lui-même, continuons temporairement afin de faire que les gens aient ce qu'ils veulent. Mais l'informatique, basée dans les ordinateurs, est un tampon qui permet aux gens de programmer d'avance des choses qu'ils ne veulent pas changer. Donc, c'est une rigidité, je dirais, administrative qui permet le contrôle de manière extrêmement efficace. Mais est-ce qu'on peut penser que la monnaie pourrait être totalement numérisée très rapidement? Bien, moi, je pense qu'on devrait résister à ça, mais effectivement, si on pouvait contrôler où vous dépensez, ce que vous avez dans votre poche à chaque instant, c'est un pouvoir un peu effrayant. Parce que ça veut dire que l'or serait la seule référence qui nous reste. Puis, les économies qu'on a peuvent être manipulées de manière... Bien, en fait, ça s'est passé quand en Crète, on a vidé 30 des comptes de banque afin de renflouer le Trésor national. Donc, il y a des techniques qui peuvent s'étendre et quand ça devient trop facile, on dit l'occasion fait le larron. Si le ministre des Finances peut dire, bien, je vais balancer mon budget en prenant de l'argent dans la poche des contribuables sans qu'ils le sachent, bien, c'est embêtant comme je reviens juste à votre exemple de panne d'électricité. Si dans un secteur donné, il y a une panne d'électricité, puis on est rendu avec la monnaie numérique, il n'y a rien que tu peux acheter. Là. Non, mais l'important, c'est le contrôle. C'est pas d'avoir accès ou non. Ouais. Alors, à partir du moment où j'ai le contrôle, tu passes au tordeur. Ouais. Et ils s'assureront d'avoir suffisamment d'électricité. Mais si la monnaie devient numérique et qu'il n'y a plus d'argent comptant, on comprend bien que le 3/4 du travail est fait. Et là, il s'agit d'investir vraiment dans la sophistication du numérique dans l'ensemble de nos gestes pour que là, on arrive proche de ce qu'on prévoit. Mais Richard, ce dont ça dépend, c'est du fait que les élus peuvent agir de manière immorale. Sûrement, avec ton expérience... Pour être élu, il faut être immoral. Oui, c'est ça l'affaire. Désolé les élus, mais disons que la balle est dans votre camp. Monsieur, c'est tout le temps qu'on avait. Merci, ça a été agréable de parler avec vous, avec des points de vue différents, soit dit en passant, mais j'aime ça, des fois, avoir le choc des idées ensemble, ça nous aide à prendre le meilleur des deux camps puis de l'adapter dans nos situations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je veux dire. Bonjour, ici Jean-François, Denis pour Théovox. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, il y a une annonce spéciale qui a été faite lors de l'émission de Théovox Actualité en lien avec une conférence qui va prendre place le 22, 23, 24 mai prochain. 22, le vendredi, c'est à 19h30. Le 23, c'est de 10h à 13h. Et le 24, du côté français, c'est à 9h15 et du côté anglais, 11h15. La conférence se tient au 34N, boulevard Cartier-Ouest, à Laval. J'apporterai le samedi matin une conférence qui s'intitule « La fenêtre sur le chaos ». Conférence sur laquelle j'adresserai ces lois totalitaires qui s'installent et qui font en sorte que nous vivons une érosion de nos droits et libertés et de notre liberté d'expression, notre liberté de religion notamment. Il va y avoir Sylvain Goulet qui parlera sur la taxe de révocation, qui est quelque chose qui est déjà en vigueur et qui fait peur lorsqu'on prend le temps d'analyser toutes les ramifications de cette loi-là et comment elle touche aux organisations, notamment chrétiennes. Nathanaël Sénéron qui parlera d'une conférence qui est en lien avec la famille. Extrêmement important avec toute l'érosion des lois qui concernent la famille. Encore une fois, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Jean de Laval, Jean du Grand Montréal et tous ceux et celles qui veulent faire le trajet, la conférence se donne cette fin de semaine, 22, 23, 24 mai, au 34N, boulevard Cartier-Ouest, à Laval. J'espère vous y voir en grand nombre. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et prenez en considération, en terminant, que l'entrée, l'adhésion est gratuite. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette annonce sur les médias sociaux. C'est un rendez-vous. On se voit en fin de semaine. Je vais faire le lien avec la publicité qui vient de passer. Vous savez, en fin de semaine, il y a un événement spécial qui prend place à Laval, au 34N, boulevard Cartier-Ouest à Laval.
une conférence Apologia. Ça commence vendredi, 19h30. Vous venez de l'entendre à l'annonce. J'espère vous y voir en grand nombre. Samedi, 10 à 13h, 13h30 maximum, où il va y avoir 3 conférenciers. Moi, sur la fenêtre sur le chaos, Sylvain Goulet qui va parler de la taxe de révocation et Nathanaël Sénéron qui va parler sur la famille et toutes ces lois qui changent et le taux de nativité qui diminue et toutes les répercussions par rapport à tout ça. Et dimanche, 9h15, réunion du dimanche matin et, en français et 11h15, la réunion en anglais. Et vous savez, souvent, vous nous demandez quand est-ce qu'on peut, vous allez dans notre coin, quand est-ce qu'on peut se déplacer, allez vous voir. On va être là physiquement en fin de semaine pour tous ceux qui sont dans la grande région montréalaise et tous ceux et celles qui veulent faire le trajet. Je vous invite à être présents, réservez à votre agenda, venez nous voir. On veut vous parler, on veut vous voir, on veut échanger avec vous et on veut vous faire part de cette conférence-là qui va certainement s'avérer révélatrice sur plusieurs sujets. Et vous savez, ce soir, en terminant, on a parlé d'Hollywood, du divertissement moderne, des célébrités, des réseaux sociaux, des symboles occultes, de la banalisation du péché et d'une culture qui transforme progressivement la rébellion en vertu, la dépravation en liberté et les ténèbres en spectacle. Mais peut-être que le véritable danger n'est pas seulement ce que cette industrie montre. Le véritable danger, c'est ce qu'il finit par normaliser dans le cœur d'une génération entière, car derrière les paillettes, les plateformes, les millions d'abonnés, les tapis rouges et les idoles modernes, combien finissent brisés, vides, dépendants, dépressifs, perdus ou détruits intérieurement? Jamais une civilisation n'aura autant glorifié le plaisir, les pulsions, l'ego, la sexualité sans limite, la transgression, la dépravation et le rejet de toute autorité morale. Et pourtant, jamais autant de jeunes n'auront été anxieux, dépressifs, confus, médicamentés et spirituellement perdus. Voilà peut-être le plus grand paradoxe de notre époque. Une génération qui cherche désespérément la liberté, mais qui devient esclave du péché, du vide, de la dépendance et de ses propres passions. La Bible déclare pourtant clairement dans Proverbes chapitre 14, le verset 12, « Il y a telle voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et encore dans Romains chapitre 6, le verset 23, nous dira, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Comprenez que derrière cette culture qui glorifie les ténèbres, il existe une véritable guerre spirituelle, une bataille pour l'âme, pour la vérité, pour l'identité et pour le destin éternel d'une génération entière. Et pendant que plusieurs influenceurs deviennent les nouveaux prédicateurs de notre époque, la question demeure, qui influence encore ceux qui influencent le monde? Car une culture qui pousse constamment l'être humain à nourrir sa nature déchue, à suivre toutes ses pulsions, à rejeter Dieu, à mépriser la pureté et à appeler le mal bien, ne conduit jamais à la liberté. Elle conduit ultimement à des destructions, à la confusion, à l'esclavage spirituel et à la mort éternelle. Mais ce soir, malgré toute cette noirceur, il existe encore une espérance. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu condamner les âmes perdues, mais sauver ceux qui sont liés et captifs. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus a déclaré « Je suis moi, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. » C'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas Allah, c'est pas Mohamed, c'est Jésus-Christ. « Et nul ne peut venir au Père, dit Jésus, que par moi. » Le monde promet le plaisir, mais produit le vide. Le péché promet la liberté, mais produit l'esclavage. Hollywood et le divertissement promet la gloire, mais produit souvent la destruction. Mais Christ, lui, il offre le pardon, la paix, la restauration, la vérité, la sainteté et la vie éternelle. Et peut-être que la plus grande rébellion aujourd'hui, ce n'est plus de suivre le monde, c'est d'oser être cette voie contraire et suivre Jésus-Christ dans une civilisation qui s'éloigne et rejette Dieu. Peu importe ton passé, essaie Jésus. Et tourne-toi vers lui, car seul Jésus donne un véritable sens à notre vie. Si tu entends ce message et qu'il t'interpelle, écris-moi à info@theovox.tv.
Et sache qu'il va me faire plaisir d'entrer en contact avec toi et prier pour toi. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.